Un moment de rage, un acte de vengeance. Il a suffi de cela pour transformer des années de ressentiment enfouis en les morts de vengeance les plus horribles jamais enregistrées. Ce ne sont pas des actes de violence aléatoires. Ce sont des actes de représailles calculés où les victimes sont devenues des auteurs et où le désir de vengeance a consumé toute pensée rationnelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. C'était le 15 mars 2016, lorsqu'une confrontation houleuse sur le lieu de travail dans une grande ville du Midwest est devenue mortelle, changeant à jamais la vie de deux hommes dont la rivalité amère se construisait depuis des mois. Clint Harrison, superviseur d'entrepôt de 34 ans dans une entreprise de fournitures industrielles de taille moyenne, était connu dans toute l'installation pour son style de gestion agressif et sa tendance cruelle à humilier publiquement ses travailleurs. Mesurant 6 pieds de haut avec une présence imposante, Clint régnait sur son domaine d'une main de fer, croyant que la peur et l'intimidation étaient les clés de la productivité. Martin Webb, âgé de 28 ans, conduisait des chariots élévateurs pendant le service de jour et était devenu la cible principale de Clint au cours des 6 derniers mois. Webb était un homme de famille tranquille et travailleur, dont la femme attendait leur deuxième enfant. Malgré son excellent dossier de sécurité couvrant 5 ans sans incident, Clint l'avait systématiquement sanctionné pour des infractions mineures, créant une trace écrite destinée à justifier le refus de promouvoir Webb au poste de chef opérateur. Les collègues de Webb avaient été témoins de la campagne de harcèlement de Clint, mais aucun n'osait s'exprimer par crainte de devenir eux-mêmes des cibles. La culture de l'entrepôt était devenue toxique sous la direction de Clint, avec des employés sur des charbons ardents et une baisse de productivité malgré ses tactiques d'intimidation. La tension a atteint un point de rupture cet après-midi de lundi, lors du changement d'équipe. Clint avait passé la journée à réprimander Webb devant toute l'équipe, le traitant d'incompétent et menaçant de le licencier pour une erreur mineure de paperasse. Alors que Webb se préparait à pointer, Clint l'a coincé près du quai de chargement, loin de la plupart des témoins. La voix de Clint résonnait à travers l'air de chargement vide alors qu'il continuait son assaut verbal, disant à Webb qu'il ne vaudrait jamais rien et que sa famille souffrirait à cause de son incompétence. Il s'est moqué des difficultés financières de Webb et a suggéré que peut-être sa femme serait mieux avec un vrai homme. Lorsque Webb a essayé de s'éloigner, Clint a saisi son bras et l'a repoussé avec une force inutile. Dans un moment de rage alimenté par des mois d'humiliation, Webb a attrapé une clé à molette en acier de 3 livres sur un chariot d'entretien à proximité. Sans réfléchir, poussé par l'instinct pur et une colère écrasante, il le brandit vers la tête de Clint avec toute sa force. La clé a frappé la tempe gauche de Clint avec un craquement écœurant, fracturant son crâne et provoquant un traumatisme cérébral immédiat. Clint s'effondra instantanément, son corps heurtant le sol en béton avec un bruit sourd, tandis que le sang commençait à se répandre sous sa tête. Il convulsa brièvement, ses yeux roulant en arrière, avant de devenir complètement immobile. L'impact avait causé un hématome sous-dural massif, et Clint est mort en 2 minutes d'une grave blessure cérébrale et d'une hémorragie interne. Webb est resté figé de stupeur, la clé à molette toujours dans ses mains tremblantes, alors qu'il réalisait ce qu'il avait fait. 2 autres employés travaillant à proximité avaient été témoins de toute la confrontation et sont venus en courant lorsqu'ils ont entendu l'impact. L'un a immédiatement appelé les urgences, tandis que l'autre a tenté sans succès de fournir les premiers secours. Webb a été arrêté et accusé d'homicide volontaire plutôt que de meurtre, car les procureurs ont reconnu que la confrontation n'était pas préméditée. Au cours du procès, les témoignages ont révélé le schéma systématique de harcèlement sur le lieu de travail de Clint et la pression financière croissante à laquelle Webb faisait face pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison, en citant les circonstances tragiques, mais en notant que la violence ne pouvait jamais être justifiée. C'était le 14 octobre 2018, quand 3 années de harcèlement de voisinage ont atteint leur conclusion mortelle, un calme dimanche après-midi, alors que ce qui avait commencé comme un différend de propriété entre voisins s'est transformé en une violence impensable qui allait briser 2 familles pour toujours. Sarah Mitchell, 34 ans, était une mère dévouée de 2 jeunes enfants qui avaient subi un harcèlement incessant de la part de sa voisine, Tessa Monroe, 41 ans. Ce qui avait commencé par des plaintes concernant les enfants de Sarah, jouant trop fort, s'était transformé en une campagne systématique de guerre psychologique qui comprenait de faux rapports à la police, des dommages matériels délibérés et un comportement de plus en plus menaçant envers la famille de Sarah. Tessa, une divorcée amère qui travaillait la nuit comme agent de sécurité, semblait prendre un plaisir pervers à tourmenter la famille Mitchell. Sa propre vie s'était effondrée après un divorce compliqué qui l'avait laissé en difficulté financière et émotionnelle. Elle avait appelé les services de protection de l'enfance plusieurs fois avec des allégations d'abus fabriqués, forçant Sarah à subir des enquêtes humiliantes qui n'ont trouvé aucune preuve de méfait. Le harcèlement a escaladé lorsque Tessa a commencé à cibler les animaux de compagnie de la famille. Elle avait empoisonné leur Golden Retriever bien-aimé,
Max avec de l'antigel, affirmant que le chien était trop bruyant quand il aboyait sur les étrangers. Les frais vétérinaires avaient coûté aux Mitchell plus de 3 000 $ et Max avait à peine survécu à l'empoisonnement. Ce dimanche après-midi-là, Sarah s'occupait de son potager pendant que sa fille de 6 ans, Emma, jouait sur la balançoire. L'air d'octobre était frais et paisible, avec des feuilles colorées éparpillées dans la cour. Tessa est sortie de sa maison en colère, portant encore son uniforme de garde de sécurité de son service de la nuit précédente. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil et de la consommation d'alcool. Elle a commencé à crier sur Emma, affirmant que les rires de l'enfant perturbaient son sommeil et menaçant d'appeler la police si le bruit ne s'arrêtait pas immédiatement. Quand Sarah est intervenue, se précipitant pour protéger sa fille, Tessa a intensifié la confrontation en menaçant de faire disparaître toute la famille et en affirmant qu'elle avait des connexions qui pouvaient régler des problèmes comme eux. La menace était formulée avec un tel venin que Sarah a vraiment craint pour la sécurité de sa famille. Emma a commencé à pleurer et a couru se cacher derrière sa mère, tremblant de peur. La dispute s'est déplacée dans le jardin de devant où d'autres voisins ont commencé à regarder depuis leurs fenêtres, certains enregistrant la confrontation sur leur téléphone. Tessa, enhardie par le public, a saisi le tuyau d'arrosage de Sarah et a commencé à asperger à la fois Sarah et Emma avec de l'eau glacée, trempant leurs vêtements et provoquant un cri de surprise et de froid chez Emma. Sarah, accablée par 3 années de tourments et voyant sa fille se faire agresser physiquement, a poussé Tessa loin d'elles à 2 mains. La force n'était pas excessive, mais Tessa, qui avait bu et était instable sur ses pieds, a trébuché en arrière et est tombée, se cognant la tête sur le bord tranchant du béton de son allée avec un bruit sourd écœurant. L'impact a causé une commotion cérébrale sévère et un gonflement immédiat du cerveau. Tessa a perdu connaissance instantanément et a commencé à avoir des convulsions violentes, son corps se convulsant de manière incontrôlable alors que le sang s'écoulait de sa blessure à la tête sur le béton. Sarah, submergée par 3 années de torture psychologique et voyant sa fille traumatisée, a pris une décision en une fraction de seconde, qui la hanterait pour toujours. Au lieu d'appeler immédiatement les urgences, elle a emmené Emma à l'intérieur de leur maison et a attendu 15 minutes cruciales avant d'appeler les services d'urgence, affirmant qu'elle venait de découvrir son voisin inconscient après une chute apparente. Tessa est décédée de ses blessures au cerveau avant que les ambulanciers ne puissent la sauver. Le retard de la réponse d'urgence s'est avéré critique. Des experts médicaux ont témoigné plus tard que des soins immédiats auraient pu empêcher sa mort, car le gonflement du cerveau aurait pu être contrôlé avec une intervention rapide. C'était le 18 novembre 2017, lorsque le prestigieux dortoir universitaire est devenu la scène d'un meurtre calculé, alors que la rivalité académique et la jalousie sociale ont poussé une étudiante à commettre ce qu'elle croyait être le crime parfait. Brace Chandler, 19 ans, était un étudiant en médecine présumé, dont la moyenne parfaite et le succès social sans effort avaient fait de lui la cible du ressentiment croissant et de la haine obsédante de ses colocataires. Brace venait d'une famille riche en Californie, maintenait des notes parfaites sans effort apparent, et sortait avec la fille la plus populaire du campus. Amanda Torres, âgée de 20 ans, était une étudiante boursière, issue d'une famille ouvrière qui travaillait à 2 emplois à temps partiel pour se permettre des nécessités de base comme la nourriture et les manuels. Malgré ses études constantes, souvent jusqu'à 3 heures du matin à la bibliothèque, elle avait du mal à maintenir une moyenne de B, tout en regardant Brice exceller sans difficulté. Le stress financier d'Amanda était accablant. Elle survivait avec des nouilles ramen et du café générique, tandis que Brice commandait des plats à emporter coûteux. Le contraste entre leurs vies était saisissant et douloureux. Pendant qu'Amanda portait les mêmes 3 tenues à plusieurs reprises et marchait partout pour économiser de l'argent, Brice avait un placard plein de vêtements de créateur et se plaignait de devoir choisir entre sa Mercedes et sa BMW pour les voyages du week-end chez lui. Amanda a découvert que Brice avait une allergie sévère aux arachides, qu'il gardait secrète pour la plupart des gens, craignant que cela n'affecte sa vie sociale et ses perspectives de rencontre. Brice portait un EpiPen dans son sac à dos, mais mentionnait rarement son état, confiant à Amanda ce secret potentiellement mortel. Pendant plusieurs semaines, Amanda a mené des recherches approfondies sur les allergies aux arachides, apprenant que même des traces infimes pouvaient déclencher des réactions sévères chez les personnes très sensibles. Elle a commencé à manipuler de petites quantités de résidus d'arachides dans sa nourriture et ses objets personnels, observant ces réactions sans attirer l'attention. Amanda a contaminé le baume à lèvres, la crème pour le visage et même la thé d'oreiller de Brice avec de petites quantités de résidus d'arachides, lui causant de mystérieuses éruptions cutanées et des difficultés respiratoires qu'il attribuait au stress et à la mauvaise qualité de l'air dans le dortoir. Le plan a culminé pendant la semaine des examens finaux, lorsque le niveau de stress était à son maximum et que Brice était le plus vulnérable. Amanda a préparé le smoothie protéiné préféré de Brice en utilisant un mixeur qu'elle avait délibérément contaminé avec du beurre de cacahuète des heures plus tôt, assurant une contamination croisée maximale. Brice, touché par ce qui semblait être un geste rare de gentillesse de son colocataire distant, a consommé tout le smoothie tout en révisant ses notes à son bureau.
En quelques minutes, il a commencé à ressentir les premiers symptômes, des picotements dans la bouche et la gorge, suivis de difficultés à avaler. La réaction allergique a progressé rapidement. Le visage de Brice a commencé à enfler. Sa respiration devint laborieuse et sifflante, et sa tension artérielle commença à chuter dangereusement. Il reconnut immédiatement les symptômes et chercha frénétiquement son auto-injecteur d'épinéphrine, qu'Amanda avait caché plus tôt dans la journée pendant que Brice était en cours. Amanda regardait avec calcul froid, alors que Brice s'effondrait sur le sol, haletant et suppliant Amanda d'appeler les urgences. Les lèvres de Brice devenaient bleues, et sa gorge enflée rendait la respiration presque impossible. Ses yeux étaient écarquillés de terreur alors qu'il réalisait ce qui se passait et que son colocataire ne faisait aucun geste pour l'aider. Au lieu d'aider, Amanda s'est assise à son bureau et a continué à étudier pour son propre examen, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'état de santé de Brice qui se détériorait avec un intérêt détaché. Elle a attendu que Brice cesse de respirer complètement avant d'appeler les services d'urgence, prétendant qu'elle venait de découvrir son colocataire inconscient. Brice est mort d'un choc anaphylactique, son corps s'effondrant à cause de la réaction allergique sévère. L'enquête l'a initialement traité comme un accident tragique, jusqu'à ce que l'historique de recherche Internet d'Amanda révèle des recherches approfondies sur les allergies aux arachides, les méthodes de contamination croisées et les techniques d'empoisonnement délibéré. C'était le 25 décembre 2018 lorsque le dîner de Noël est devenu une scène d'horreur, alors que des décennies de ressentiments familiaux et de manipulations financières ont explosé en violence qui détruiraient une lignée entière et briseraient l'illusion d'une famille parfaite. Lana Whitfield, 67 ans, était la riche matriarche d'une famille éminente qui avait passé des années à manipuler ses enfants par le contrôle financier et l'abus émotionnel. Son défunt mari avait construit un empire immobilier prospère, valant plus de 15 millions de dollars. Et Lana avait utilisé cette richesse comme une arme pour contrôler tous les aspects de la vie de ses enfants. David Whitmore, 42 ans, était le plus jeune fils de Lana, qui avait sacrifié sa carrière prometteuse d'architecte pour être son principal aidant au cours des 5 dernières années. Il avait emménagé dans son manoir, abandonné son propre appartement et dédié sa vie à gérer ses rendez-vous médicaux, ses médicaments et ses besoins quotidiens. Malgré son dévouement, Lana le critiquait constamment et menaçait de le retirer entièrement de son testament chaque fois qu'il montrait un signe d'indépendance. La manipulation de Lana était psychologique et systématique. Elle promettait à David l'argent de l'héritage pour le garder dépendant, puis menaçait de le déshériter chaque fois qu'il envisageait de sortir avec quelqu'un ou de poursuivre ses propres intérêts. La famille s'était réunie pour le dîner traditionnel de Noël dans le vaste domaine de Lana, un rituel qui était devenu de plus en plus tendu au fil des ans. La salle à manger était élégamment décorée avec de la porcelaine chère et du cristal, créant une atmosphère de richesse et de tradition qui masquait la dysfonction sous-jacente. Pendant le repas, Lana a annoncé qu'elle changeait à nouveau son testament, cette fois en léguant tout à une association caritative pour la recherche sur le cancer et en déshéritant complètement tous ses enfants. Elle a affirmé qu'ils étaient tous des parasites ingrats qui ne méritaient pas sa richesse et qu'elle voulait laisser un héritage significatif plutôt que de soutenir leur mode de vie paresseux. David, qui avait tout abandonné pour s'occuper de sa mère et n'avait ni économie ni perspective de carrière à 42 ans, sentait son monde s'effondrer. Les autres frères et sœurs avaient leur propre carrière et leur famille, mais David n'avait rien à part son rôle d'aidant. La dispute qui a suivi a été explosive, avec des années de ressentiments refoulés éclatant finalement. Lana a commencé à énumérer les échecs et les insuffisances de David devant toute la famille, le qualifiant de déception et affirmant qu'il n'avait jamais rien accompli de valable. Elle se moquait de sa carrière architecturale abandonnée et suggérait qu'il était trop faible et pathétique pour survivre seul. Quand David a essayé de se défendre, expliquant les sacrifices qu'il avait faits pour s'occuper d'elle, Lana l'a giflé violemment au visage devant ses nièces et neveux. La gifle n'était pas seulement physique, mais symbolique, un rejet final de tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Dans un moment de pure rage et de désespoir, David a saisi un lourd vase en cristal de la table de la salle à manger, une pièce coûteuse qui était dans la famille depuis des générations. Il a frappé sa mère à la tête avec une force énorme, le cristal se brisant à l'impact et causant un traumatisme crânien sévère. Lana s'est effondrée sur le sol de la salle à manger et n'a jamais repris connaissance. Le sang s'accumulait sous ses cheveux gris et se mélangeait aux éclats de cristal éparpillés. Le dîner de Noël élégant était devenu une scène de crime, avec des enfants criant et des adultes figés sous le choc. Les frères et sœurs de David ont immédiatement appelé les urgences et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Malgré les tentatives de réanimation, Lana n'a pas réagi et ses blessures ont ensuite été jugées mortelles.
C'était le 22 septembre 2016 quand 20 ans de honte et de ressentiment enfouis ont abouti à un dénouement tragique lors d'une réunion d'anciens élèves du lycée. Lorsque le harcèlement passé a finalement rattrapé son auteur de la manière la plus tragique qui soit. Lisa Park, 38 ans, avait été victime d'intimidations incessantes pendant toute sa scolarité au lycée, notamment de la part du président populaire du conseil des élèves, Gavin Pierce, et de son cercle d'amis. Le harcèlement avait été systématique et cruel, impliquant humiliation publique, isolement social et torture psychologique qui avaient laissé des cicatrices durables dans la psyché de Lisa. Gavin, maintenant âgé de 38 ans et cadre marketing à succès dans une grande entreprise de publicité, n'avait jamais reconnu ou présenté des excuses pour son rôle dans le traumatisme de Lisa. Il avait construit une carrière réussie grâce à son charisme et ses compétences sociales, les mêmes qualités qui avaient fait de lui un intimidateur puissant au lycée. Lisa avait passé 2 décennies à bâtir une carrière réussie en tant qu'expert comptable judiciaire, utilisant ses compétences analytiques et son souci du détail pour découvrir des fraudes financières pour de grandes entreprises. Malgré son succès professionnel, elle avait eu des difficultés avec les relations et des problèmes d'estime de soi qui remontaient directement à son traumatisme du lycée. La réunion a eu lieu dans une station balnéaire chic, au bord d'un lac, où de nombreux camarades de classe séjournaient pour la nuit, créant une atmosphère de nostalgie et de fête. Lisa avait décidé de venir spécifiquement pour confronter Gavin au sujet du passé, espérant recevoir une reconnaissance ou des excuses qui pourraient l'aider à tourner la page. Lorsqu'elle a finalement approché Gavin pendant l'heure sociale du soir, il était entouré du même groupe d'amis qui avaient participé à l'intimidation il y a 20 ans. Lisa a tenté d'avoir une conversation privée avec Gavin sur la façon dont l'intimidation avait affecté sa vie, expliquant sa tentative de suicide, la thérapie et les luttes continues avec l'estime de soi et les relations. La réponse de Gavin a été dévastatrice. Il a rejeté les préoccupations de Lisa avec la même cruauté qu'il avait manifestée au lycée, affirmant que Lisa était trop dramatique et qu'elle devait passer à autre chose après toutes ces années. La confrontation s'est déplacée sur le quai du lac de la station, lorsque Gavin a suggéré qu'ils continuent leur conversation loin de la foule. Le quai en bois s'étendait au-dessus de l'eau, à une profondeur d'environ 12 pieds, où le fond du lac tombait brusquement depuis la rive. Quelques lampes vieillissantes projetaient de faibles reflets à la surface sombre, alors que Gavin continuait son attaque verbale, disant à Lisa qu'elle était toujours la même perdante pathétique qu'elle avait été au lycée. Quand Lisa a commencé à pleurer, bouleversée par la réalisation que Gavin n'avait rien appris et ne ressentait aucun remords, Gavin l'a poussée et a menacé de la jeter dans le lac comme au bon vieux temps, faisant référence à un incident particulièrement traumatisant de leur dernière année de lycée. Lisa, submergée par des décennies de rage refoulée et d'humiliation récente, saisit le bras de Gavin alors qu'il la bousculait. Dans la lutte, Gavin perdit l'équilibre sur les planches glissantes, entraînant Lisa avec lui alors qu'ils plongeaient tous deux dans l'eau froide et sombre. Gavin, qui avait beaucoup bu durant la soirée et portait un costume coûteux, commença immédiatement à lutter pour rester à flot dans l'eau glaciale. Lisa, qui était devenue une nageuse forte dans le cadre de sa thérapie et de ses efforts d'amélioration personnelle, aurait pu facilement aider Gavin à atteindre la sécurité du quai ou du rivage. Au lieu de cela, elle a fait du surplace et a regardé Gavin paniquer, sa coordination altérée par l'alcool rendant difficile une nage efficace. Les luttes de Gavin sont devenues de plus en plus désespérées, alors que l'eau froide sapait ses forces et que ses vêtements lourds l'entraînaient vers le bas. Il a appelé à l'aide, sa voix résonnant à travers le lac. Mais Lisa est restée immobile dans l'eau, regardant son ancien bourreau lutter pour sa vie. Lisa a nagé jusqu'à la rive et est sortie, affirmant que Gavin était tombé accidentellement pendant qu'il parlait près du quai. Plusieurs invités de la réunion à proximité ont entendu l'argument devenir plus fort, puis un éclaboussement soudain, bien que l'obscurité ait rendu difficile de voir ce qui s'est réellement passé sur le lac. L'enquête a révélé le motif de Lisa et son échec délibéré à sauver Gavin, malgré le fait qu'elle soit une excellente nageuse et qu'elle ait eu de nombreuses occasions de le sauver. C'était le 15 janvier 2020, lorsque la prestigieuse carrière médicale de Rebecca Lawson a pris fin de manière dévastatrice, alors que son historique de négligence et d'arrogance l'a finalement rattrapée de la manière la plus personnelle et tragique possible. Rebecca, 52 ans, était une chirurgienne cardiaque renommée dont les compétences techniques exceptionnelles étaient éclipsées par son arrogance, sa toxicomanie et sa volonté de bâcler son travail lorsque cela arrangeait son emploi du temps ou ses intérêts financiers.
L'infirmière Nora Martinez, âgée de 29 ans, avait travaillé sous la direction de Rebecca pendant 3 ans dans l'unité de chirurgie cardiaque et avait été témoin de nombreux cas de négligence, de mauvais traitements envers les patients et de raccourcis dangereux qui mettaient des vies en danger. Martinez avait déposé de nombreuses plaintes auprès de l'administration de l'hôpital, documentant des cas où Rebecca avait opéré en état d'ébriété, falsifié des dossiers médicaux et blâmé les complications sur d'autres membres du personnel pour éviter la responsabilité. Cependant, la réputation de Rebecca en tant que chirurgienne compétente et sa capacité à générer des revenus pour l'hôpital la rendaient pratiquement intouchable. Le point de rupture a été atteint lorsque la négligence de Rebecca lors d'une procédure cardiaque de routine a entraîné la mort du neveu de 8 ans de Martinez, Miguel, qui était né avec un défaut cardiaque corrigible. Martinez a découvert que Rebecca avait beaucoup bu avant la chirurgie de Miguel, consommant de l'alcool dans son bureau pendant sa pause déjeuner, avant d'entrer en salle d'opération. Pendant l'intervention, Rebecca a commis des erreurs graves qui ont directement causé la mort de Miguel. Elle a perforé l'aorte de l'enfant en essayant de réparer le défaut septal, provoquant une hémorragie interne massive qui ne pouvait pas être contrôlée. Miguel est mort sur la table d'opération après presque 1 heure de saignement incontrôlé, tandis que Rebecca et l'équipe luttaient pour le stabiliser, non pas par devoir, mais pour éviter les conséquences de sa négligence. Après la mort de Miguel, Rebecca a falsifié les dossiers médicaux pour faire croire que l'enfant était mort de complications inattendues plutôt que d'une erreur chirurgicale. Lorsque Martinez a tenté de signaler la vérité aux autorités, Rebecca a utilisé son influence pour faire licencier Martinez et le faire inscrire sur liste noire des autres hôpitaux de la région. La sœur de Martinez était dévastée par la mort de Miguel et ne s'est jamais remise de la perte de son enfant unique. Martinez a passé des mois à planifier sa vengeance, utilisant ses connaissances médicales et son accès aux fournitures hospitalières pour concevoir ce qu'elle pensait être une méthode de meurtre indétectable. Elle a obtenu un emploi dans une clinique chirurgicale privée, où Rebecca effectuait occasionnellement des interventions pour des patients fortunés. L'occasion s'est présentée un jour où Rebecca est arrivée à la clinique souffrant d'une grave intoxication alimentaire. Malgré sa maladie évidente, nausées, vomissements et déshydratation, elle a refusé d'annuler la chirurgie prévue sur un riche homme d'affaires, poussé par sa fierté et les honoraires substantiels impliqués. Le protocole médical standard exigeait qu'elle reste hors service pour protéger à la fois sa santé et celle de ses patients, mais elle a insisté pour recevoir des fluides par voie intraveineuse et des médicaments pour se stabiliser avant d'opérer. Alors que Rebecca était allongée dans la salle de traitement, reliée à une perfusion et à des moniteurs de base, elle était groggy à cause du médicament contre la nausée, mais toujours réactive. Quand l'autre infirmière est sortie brièvement, Martinez a saisi sa chance. Elle a glissé une seringue dans le port 4 et a lentement injecté du chlorure de potassium, une substance qui, à forte dose, arrête le cœur en perturbant son rythme électrique. La clinique stockait du chlorure de potassium pour les soins post-opératoires de routine dans des solutions IV prémélangées. Martinez, familier avec le système d'approvisionnement, avait discrètement préparé plusieurs doses dans une seringue plus tôt ce jour-là. Le médicament était conservé dans une armoire fermée à clé, mais l'accès du personnel était peu surveillé, un écart courant dans les petites installations privées. En environ 1 minute, les moniteurs de Rebecca se sont affolés, alors que son rythme cardiaque faiblissait puis cessait. Pour l'équipe revenant en courant, l'effondrement semblait être une complication soudaine de sa maladie. Malgré des défibrillations répétées et des médicaments cardiaques, elle n'a pas pu être réanimée. La sécurité de la clinique a examiné les images des activités de Martinez lors du traitement de Rebecca, et la toxicologie a ensuite confirmé des niveaux de potassium anormalement élevés incompatibles avec son état médical. Martinez a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de son procès, elle n'a montré aucun remords pour la mort de Rebecca, affirmant qu'elle avait empêché le chirurgien de tuer d'autres patients innocents et que justice avait enfin été rendue pour Miguel et toutes les autres victimes de Rebecca. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.